Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission La Matinale qui vous donne la bonne humeur et qui vous apporte des informations également. Ça s'appelle Bonjour le Bénin. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 novembre 2025. Et l'actualité, elle est riche. Le président béninois Patrice Talon a fait une sortie hier. Et oui, il a dit beaucoup de choses. Quelle analyse l'on peut en faire? Quel regard pourrait porter sur cette sortie un acteur politique? Irénée Agossa est annoncé sur ce plateau pour nous en parler. Il abordera également la question de la révision constitutionnelle annoncée, la création du Sénat et toute l'actualité. On va en parler dans Instant Politique. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans cette émission, nous parlons également santé. Et depuis lundi, Madame Heureuse Danodé se fait le plaisir de nous faire découvrir le monde canin. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si la compagnie d'un chien pourrait avoir des vertus thérapeutiques. Vous aurez un témoignage poignant dans cette émission avec un invité en live qui nous parlera de son expérience. Ensuite, est-ce que vous savez que la cosmétique fait de plus en plus appel au végétal? Oui, l'aloe vera, un certain nombre de plantes se retrouvent dans la production, dans la fabrication de savons et de produits dérivés, des produits de cosmétiques dans notre pays aujourd'hui. Des Béninois se spécialisent en la matière. Nous en parlerons afin que vous sachiez désormais quels produits adopter, je vais dire, et surtout en matière de produits locaux. Amandine Adiambossou apportera donc sa signature sur cette rubrique. Et en fin d'émission, mesdames, messieurs, nous parlerons des contenus et des droits d'auteur en matière de publication sur Internet. Mais avant, vous savez que la Cour suprême organise des journées portes ouvertes. Patrick Diossou va recevoir ici un magistrat qui nous donnera des détails sur le fonctionnement de la Cour suprême. Pourquoi des journées portes ouvertes? Pour se faire découvrir davantage du grand public. Voilà un peu l'ossature de cette émission de ce matin. Et vous le savez, c'est une célébration qui commence toujours par la voix la plus géniale de la rédaction. Voici le bulletin d'information qui va signer son entrée. Génial. Afouda Moussi Aboka, bonjour. Vous et vous. Dites-moi. La façon dont vous me faites rentrer dans la danse, c'est ça qui me fait rigoler. Ah oui, hein? C'est comme si je vous surprends toujours. Je vais vous dire un petit truc. Oui. Hors des locaux, un téléspectateur m'a dit, le monsieur avec qui vous faites, monsieur, il a mal prononcé le nom, mais moi j'ai compris que c'est toi. Il me dit, mais... Vous avez un feeling là. Faut souvent nous faire ça le matin. Il y a comme un courant qui passe là. Voilà, donc voilà. Allez, génial, c'est moi qui suis honoré parce que moi j'aime bien l'ambiance et vous savez, je suis que le porte-voix de toute une grosse équipe derrière. Tout à fait, ici c'est la bonne humeur qu'on dit. Voilà. Et je vois que ce matin c'est le rouge qui gagne. Oui, c'est le rouge qui gagne, ouais. Même si on parle... On va parler d'Indigo. Voilà, parce que vous savez, c'est un pagne quand même qui commence par, disons, apparaître comme une signature du Bénin. Tout à fait. Il y a un symposium qui est consacré à la chose. Justement, il y en a pas. Des détails. Allez, déjà, bonjour à toutes et à tous. Il le disait tout à l'heure, Alain, eh bien, l'indigo béninois comme vecteur du patrimoine mémoriel. Ce tissu magnifique sera au cœur d'un événement du 26 au 29 novembre 2025. Et c'est WIDA qui va vibrer au rythme du symposium sur l'indigo africain, un événement qui en est à sa 4e édition à Indigo Village qui accueille ce symposium. Eh bien, la promotrice a réuni les acteurs des médias pour annoncer les couleurs. Le symposium sur l'indigo africain se présente comme un véritable carrefour d'échanges autour de cette teinture ancestrale qui relie l'Afrique et sa diaspora. L'événement s'annonce pour la 4e fois au Bénin. Cette fois-ci, il se présente sous le signe des mémoires croisées entre le Bénin, le Nigeria et le Brésil. Ce thème a été choisi en lien avec les thèmes des 3 éditions précédentes. Et l'année dernière, nous avons justement reçu la délégation de la Guadeloupe qui nous a présenté les vestiges et les traces de l'indigo tels que laissés par nos ancêtres. Et pour nous, il était important de poursuivre cette exploration et voir partout où les esclaves sont passés, quelles ont été les empreintes, les marques en lien avec l'indigo qui ont été déposées. Pour cette 4e édition du SIA, la promotrice entend mettre en lumière l'indigo comme un vecteur de mémoire, de résistance et de renaissance culturelle. Préserver et valoriser le savoir-faire ancestral
en l'ancrant dans la modernité. C'est l'objectif du SIA 2025. Intéressons-nous au Festival des arts et de la culture du Borgo qui a eu lieu à Parakou. C'est une initiative de la Direction départementale du tourisme, des arts et de la culture pour valoriser les musiques locales et révéler les talents artistiques. Retour ici sur l'ambiance avec Abdoulofou, Idrissouf et Afilalou Tchaledji. C'est dans cette ambiance festive que s'est ouverte la première édition du Festival des arts et de la culture du Borgou à Parakou. Plus qu'un cadre d'expression des talents artistiques, c'est un espace de valorisation du riche patrimoine culturel du département. Nous avons le groupe Saint-Senou qui nous vient de Sono. Nous avons aussi le groupe Araka qui est un groupe des Kapel de Niki et de Kalale. Après ça, il y a aussi le groupe Teke de Parakou, Konkoma de Fombouré dans Sinandé et puis la danse Djaka, des chasseurs de la commune de Tchaourou. Pour les artistes, ce festival est une belle vitrine pour se faire connaître et partager leur passion avec le public. Il y a ce genre d'événements, ça anime la jeunesse, ça anime la population et ça fait que tout le monde est content. Franchement, ce qui se passe ce soir, c'est merveilleux. Je prie nos autorités à multiplier ces moments-là pour que les populations puissent quand même venir se divertir, un temps soit peu de vivre aussi leur culture. Nous autres artistes, ça nous permet de travailler mieux pour que toutes les fois qu'on soit sollicités. Un public conquis qui espère déjà la pérennisation de l'événement. L'envie est toujours avec moi de revoir encore nos coutumes s'animer par des jeunes et aussi des grands. Alors, l'organisation de cette soirée m'a beaucoup émerveillé. Aujourd'hui, c'est une découverte pour moi de voir la danse des chasseurs. 6 des 8 communes du département ont pris part à cette première édition du Festival des arts et de la culture du Borgou. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle célébration de la culture du terroir. Les jeunes et femmes valident le choix du duo Wadaï Talata pour le scrutin d'avril 2026. Cette déclaration a été officiellement rendue publique à Malanville en présence des militants de la mouvance présidentielle, des sages et des têtes couronnées de la ville. Nestor Sela et Julika Elaina. Cette grande mobilisation portée par Awa Oubako est en faveur du duo candidat de la mouvance présidentielle. Cette communauté de Malanville et de Karimama valide la continuité du régime de la rupture. Nous, jeunes de Malanville et de Karimama, sommes les témoins privilégiés des réformes courageuses et des progrès remarquables entrepris sous l'impulsion du président, M. Patrice Guillaume Athanas Talon, grâce à la détermination et au dévouement de ses collaborateurs engagés, au premier rang desquels se distingue M. Romuald Wadaï. Unis et déterminés, nous disons oui au duo Wadaï Talata. C'est pour ça que je voudrais encore une fois remercier les hommes et les femmes qui aujourd'hui se sont réunis pour apporter leur soutien indéfectible au duo Wadaï Talata. Pour les initiateurs, cette mobilisation marque une nouvelle étape dans l'expression de soutien populaire au duo Wadaï Talata qui incarne un symbole d'un Bénin tourné vers la modernité. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il symbolise à la fois la continuité et le renouveau et témoigne d'une confiance mûrement réfléchie en un homme dont le parcours force le respect, suscite l'admiration et inspire l'espérance. Cette déclaration publique de soutien au duo Wadaï Talata, portée par Awa Oubako, reçoit l'adhésion des sages et l'imam central de Malanville.
Et pendant ce temps, la démission des députés démocrates continue de susciter des réactions tous azimuts. Pour quelques jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou, eh bien, il s'agit là d'un choix responsable. On les suit. Moi, je pense simplement que c'est un malentendu entre eux. Parce que si ils se sont bien organisés et qu'ils se sont bien entendus et que quelqu'un devrait aller aux élections, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher cela et qu'à un moment donné, un membre commence par démissionner du groupe. Je pense tout simplement que c'est un malentendu. Je pense que c'est le jeu politique. Et je crois que les démocrates aussi devaient quand même s'attendre au jeu et devaient s'apprêter. Chacun est responsable. Les députés ne sont pas des enfants. Et s'ils ont pris la décision de démissionner du groupe parlementaire du parti, les démocrates, je pense que c'est un choix réfléchi et libre de leur part. Et moi, en tant que citoyen, je ne pourrais pas dire qu'il y a une main invisible dans cette démission. Mais je dirais simplement que les démissionnaires ont jugé leur acte, ont pesé le pour et le contre de leur acte avant d'agir. Le nouveau marché de Djougou est ouvert. C'est une infrastructure moderne qui offre du confort aux usagers. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives, mais aussi de la population. Abdoulofou Idrissou et Aziz Alagui. Djougou se réjouit de son nouveau marché urbain moderne. Une enceinte commerciale avec beaucoup plus de commodités. Construit sur 6 369 mètres carrés, le marché moderne de Djougou met à la disposition des usagers 424 places de vente, un local administratif, une infirmerie, 2 chambres froides, un monte-charge des locaux administratifs, ainsi que des locaux techniques, un parking et des sanitaires modernes. Le marché vient appuyer l'accélérateur du développement économique et social de cette ville, reconnue plaque tournante des échanges commerciaux. Ce marché urbain de type R+1, majestueusement érigé au cœur de notre ville, est bien plus qu'une simple infrastructure. Il est le symbole de la vitalité économique de Djougou. Ces réformes sont bien appréciées par les populations de la Donga qui perçoivent à leur juste valeur les réalisations concrètes de l'action du gouvernement. Mais au-delà d'un simple lieu d'échange, c'est aussi le cliché d'un Bénin en pleine métamorphose. Ce marché, ce n'est pas qu'un ensemble de bâtiments. Il est le reflet d'une transformation, d'un progrès tangible et d'une fierté retrouvée. Il incarne la volonté de donner un nouveau visage à nos villes. Tout beau, tout propre, le marché de Djougou se doit de maintenir sa splendeur. Un devoir permanent que reconnaissent usagers et autorités à travers des engagements. 50 ans dans la vie d'une nation, ça se fête. Et oui, et en prélude à cette célébration, eh bien, l'ambassadeur de l'Angola après le Bénin a rencontré la presse. Occasion pour le diplomate de remonter le fil de l'histoire et dévoiler le programme des festivités à venir. Le point, ce sera avec Renaud Akakpo, Ila Kodjo et Mathieu Soken. L'Angola s'impose aujourd'hui comme une destination phare sur le continent africain. Terre de merveilles naturelles et berceau de cultures ancestrales, ce pays est réputé pour ses importantes ressources minières et surtout la paix retrouvée après près de 30 ans de guerre civile. Face à la presse, à la veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de l'Angola, l'ambassadeur José Baboukina Zaou retrace les hauts faits d'un passé à la fois douloureux et héroïque. Presque 5 siècles de domination portugaise, nous avons eu à souffrir et à lutter pour conquérir cette indépendance. En 1975, le 11 novembre, et pendant cette période, nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont été avec nous
dans cette lutte. Et le peuple béninois a été présent. L'occasion était aussi tout à fait indiquée pour dévoiler le programme retenu pour la célébration de ce cinquantenaire et les grands acquis de la coopération entre le Bénin et l'Angola. Pour marquer l'agenda du 50e anniversaire, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jean-Manuel Gonçalves Lourenço, va décorer de façon solennelle certains peuples leaders. Et ils vont recevoir la reconnaissance du peuple angolais sur ce qu'ils ont fait. Ici, on a invité le corps diplomatique, les autorités du ministère des Affaires étrangères pour être présents et marquer aussi notre fête du 50e anniversaire. Le 11 novembre 1975, et pour l'histoire, les autorités portugaises descendent pour la dernière fois le drapeau portugais et le soir même, Agostinho Neto proclame l'indépendance de la République populaire d'Angola. 50 ans après, le peuple angolais s'en souvient. L'État pétrolier d'Afrique australe pose aujourd'hui les jalons d'un développement durable grâce à une vision stratégique soutenue par un immense potentiel économique et touristique. Apaiser les tensions, améliorer la communication et surtout renforcer la confiance dans les hôpitaux, c'est le rôle du médiateur en santé, un métier en plein essor au Bénin. Yasmine Damata nous propose un focus sur une médiatrice. Je ne défends pas, je ne juge pas, mais j'accompagne les parties qui sont en conflit. C'est un métier peu connu au Bénin, même si les acteurs qui l'exercent sont de plus en plus nombreux. En tant qu'avocate, pour moi, c'est mon client seul qui a raison. Et je m'implique, je fais tout pour avoir le droit de mon côté, ce qui n'est pas le cas en médiation. Je n'ai plus le rôle de défendre, d'avoir le droit de mon côté, parce que la médiation, ce n'est pas le droit. Alice est médiatrice du secteur juridique. Sa tâche, écouter et aider les deux parties à se comprendre. Les parties, au départ, qui étaient vraiment à couteau tiré et se regardaient en chien de faïence, quand on a eu fini, les deux parties se sont embrassées. Ils ont sauté, ils se sont vraiment... C'est là où j'ai compris que la médiation en vaut la peine. Après 8 années de pratique, elle vient former des jeunes en médiation sanitaire. Pour pratiquer la médiation, il faut des médiateurs. Au-delà de mon diplôme de médecin, de mon diplôme de chirurgien orthopédiste, cette formation en médiation a une différence. C'est que dans les autres cas, la solution vient souvent de moi. Mais là, dans la médiation, vous n'avez pas la solution. Vous amenez les parties à s'asseoir, à discuter et à trouver par eux-mêmes la solution. En tant que psychologue, un tel outil ne ferait qu'agrandir, que nous donner davantage de poids dans l'exercice de notre métier. Et puis, ça va nous permettre également d'étendre nos champs d'action. La médiation sanitaire est désormais un outil qui prône le respect, l'écoute, la parole et la compréhension. C'est pour vous dire que c'est les éléments de la vie que nous vivons, et avec la médiation, vous allez voir que vous allez les regarder avec un peu plus de détachement. Vous allez ressentir les choses, vous n'allez plus vous précipiter, vous allez essayer de comprendre vous-même d'abord ce que vous ressentez, essayer de comprendre ce que l'autre aussi ressent. Et puis, comment je me serais comporté si j'étais à sa place? Une démarche qui prend tout son sens à l'heure où le droit à l'information, au consentement éclairé et à la qualité des soins est recommandé pour la sécurité des patients. Formation dont il est question de médiation en santé va être très utile. Anticiper, prévenir. Et ça, c'est important. Et pour l'ARS, c'est important de travailler à ce qu'on ait de moins en moins de plaintes. Non pas parce que les gens ne se plaignent plus, mais parce que les professionnels de santé ont développé une capacité à anticiper pour éviter que des problèmes surviennent et que les gens aillent se plaindre. Faire du dialogue un levier d'efficacité indispensable pour atteindre la guérison.
Les pasteurs autoproclamés n'amèneront plus leurs fidèles chrétiens célestes vers différents lieux de pèlerinage pour la nativité. Ce n'est pas nous qui le disons, non, c'est le Conseil supérieur de transition de l'ECC Église du christianisme céleste qui a mis fin à la récréation pour les 24 et 25 décembre à venir. Eh bien, 2 sites sont retenus pour les pèlerins, Patrick Jossou et MacLeod Adam Oussoli. Le projet de constitution de l'Église unifiée est achevé et en phase de révision finale. L'organigramme des structures hiérarchiques a été validé par le Conseil supérieur de transition. L'harmonisation liturgique et rituelle est réalisée et en cours de finalisation. Une version provisoire des manuels liturgiques et guides pastoraux unifiés a été élaborée. Reconnaissance mutuelle des autorités ecclésiales sous l'égide du Conseil supérieur de transition. En attendant l'adoption définitive des nouveaux textes, le CST a retenu que les pèlerinages de nativité auront lieu sur les 2 sites SBJ Oshofa de Semepodi et Imeko au Nigeria. Tout autre rassemblement au titre du pèlerinage de la nativité au nom de l'Église du christianisme céleste au cours de cette période de commémoration de la nativité est donc interdit. Voilà, ce sera tout pour ce matin. Toujours un plaisir. On espère que vous avez apprécié. On se revoit demain, même heure, même plateau. Surtout avec la même énergie et le même sourire. Toujours le moment, je vous fausse compagnie. Ah ouais. Mais d'abord, je ne vous laisse rien. C'est Cara qui m'a offert. C'est comme si vous faites le ménage en Oui, c'est Cara. Elle a dit que c'est pour moi. D'accord. Allez, on se retrouve demain. C'était la géniale Afouda Monsi Agoka qui nous présentait le bulletin d'information matinale. Et voici, mesdames, messieurs, l'instant politique. Les Béninois ont suivi leur président hier. Le président Patrice Talon a fait une sortie médiatique. Il a abordé un certain nombre de sujets que nous allons essayer de décrypter avec notre invité de ce matin. Quel est son regard dans un premier temps sur cette sortie et les sujets abordés. Ensuite, on va évoluer vers la révision annoncée de la Constitution et surtout la création du Sénat. Quel Sénat dans notre contexte à nous, Béninois? Est-ce que c'est une opportunité ou une menace? On va en parler. Et puis après, on va certainement parler des acteurs qui sont pour ou contre cette réforme. Une réforme politique de plus, vous allez certainement comprendre pourquoi. Il est sur ce plateau, M. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti UPR et vous voulez donc opiner sur l'actualité politique. Bienvenue sur ce plateau qui ne vous est pas étranger. Pas du tout. C'est à moi de vous remercier. Alors, dites-nous, quelle lecture, une première lecture faites-vous de la sortie médiatique de Patrice Talon hier? Le président a été toujours égal à lui-même. Et le premier point qu'on peut remarquer, c'est qu'il a mis l'accent sur l'état de droit dans lequel nous sommes. Personne n'est au-dessus des lois. Donc, tout le monde doit se soumettre à la légalité en vigueur. Le chef de l'État joue son rôle, mais il n'est pas là pour empêcher les autres institutions de fonctionner. Le chef d'État a voulu que chacun, désormais, assume ses responsabilités, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Et il a mis surtout l'accent sur le fait que, désormais, il faut que les Béninois se mettent ensemble pour construire et non pour se mettre ensemble pour détruire comme d'habitude. Donc, les forces politiques doivent se mettre désormais dans cette culture du dialogue et permettre à ce que nous puissions continuer dans l'élan de développement que nous avons amorcé depuis 2016. Il a été clair. Il a mis l'accent aussi sur la dépersonnalisation du jeu politique. Il ne s'agit plus de personnaliser le jeu politique. Et il a parlé de ses relations avec
l'ancien président Boni Yayi. Il a souhaité d'ailleurs que, à la fin de son mandat, qu'un creuset existe et qu'ensemble, ces anciens présidents puissent se mettre là et conseiller le gouvernement et les autres institutions de la République dans le sens de la stabilité et de la cohésion nationale et de l'unité nationale. 2 points importants ressortent de votre premier discours, je vais dire ce matin. Le président Patrice Talon a parlé de ses relations avec l'ancien président Boni Yayi. N'avez-vous pas l'impression que ces 2 acteurs sont trop présents sur la scène politique béninoise? Ce n'est pas une première. On a vu ici, après 90, Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période. Donc, c'est la même chose presque. Ne vous en faites pas, je suis un enfant de la Révolution. Voilà, c'est la même chose presque. Donc, vous voyez qu'en ce temps, il y avait eu cette rivalité entre Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. Kérékou a pris de la hauteur et on n'a pas eu l'impact négatif de cette tension sur le fonctionnement de la République. Mais ici, le président Boni Yayi n'a pas pris suffisamment de hauteur. Donc, ça fait que... le président Boni Yayi n'est pas sur ce plateau, vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'a pas pris de la hauteur. Puisque lui, il s'est totalement engagé politiquement, contrairement au président Kérékou, qui, en son temps, n'était pas engagé politiquement quand le président Boni Yayi était président de la République. Imaginez un instant que le président Kérékou était à la tête d'un parti politique de l'opposition face à n'importe quel président en fonction au Bénin. Vous imaginez ce qui peut se passer? Donc, mais le président Kérékou a pris de la hauteur, c'est ce que je dis d'ailleurs. Et ici, la différence est que l'autre a dit, bon, moi je m'engage politiquement. Et ça a créé plus... de questions de personnalisation. Monsieur Irénée Agossa, je ne vous arrête pas. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Donald Trump est président actuellement. Barack Obama est actif politiquement. Pourtant, on n'a pas la guerre. Il est actif politique, il n'est pas à la tête du parti démocratique là-bas. Non, il n'est pas à la tête du parti. Et là-bas, un ancien président est une institution. Et tout est bien cadré. Et le fonctionnement là-bas est bien orienté vers le développement du pays. Vous n'allez pas voir l'ancien président Barack Obama venir demander au président en exercice d'aller libérer des prisonniers, d'aller faire telle chose. Non, il reste dans son cadre et dans le parti. Il n'est plus il n'est plus responsable du parti. Cela n'est pas seulement aux États-Unis. En France, il y a le cas de l'ancien président François Hollande, aujourd'hui député à l'Assemblée. Mais il a laissé la gestion du parti aux militants du parti. Et il a pris de la hauteur, il sait quand est-ce qu'il faut intervenir et comment il faut le faire, parce que lui n'est pas un simple citoyen. Il a été chef de l'État et il sait de quoi il s'agit. Donc ici, il va falloir qu'effectivement, qu'il y ait un cadre pour permettre à ce que ces hommes de valeur qui ont exercé au niveau du pays à un niveau très supérieur dans la gestion du pays, pour qu'ils puissent mettre leur expérience. Avant de revenir au cadre évoqué également par le président Patrice Talon hier, Serge Ayaka, mon collègue qui s'entretenait avec lui, a évoqué le nom Sénat. Le président dit, bon, ça pourrait porter le nom qu'on veut. Mais avant d'en arriver là, le président Patrice Talon, dans ses propos, disait mais que lui, il rêve de voir tous les partis politiques se mettre ensemble, travailler ensemble après les élections peut-être, pour le développement du pays. Alors, Boni Yayi, dans sa démarche, selon toujours les propos du président Patrice Talon, est allé le voir pour dire, Monsieur le Président, pourriez-vous faire quelque chose pour que les démocrates participent aux élections dans la situation actuelle? La réponse du président est, je ne suis pas de la justice, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais monsieur Irénée Agossa, piqûre de l'histoire, en 2019, quand les maires ont été élus, certains ont commencé par être élus, d'autres désignés. On est retourné à l'Assemblée en plein processus électoral pour revoir un peu les choses. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible en 2025? En 2025, par rapport à la participation du Parti Les Démocrates
aux élections? C'est ce que vous posez comme question? Par rapport à la demande du président Boni Yayi au président Patrice Non, Talon. Ça ne peut pas se passer comme ça. La loi a été votée. C'est-à-dire, en ce qui concerne le code électoral, la réforme du système partisan. En 2019, la loi a été votée, pourtant elle est retournée à l'Assemblée. C'était une question de fonctionnement. On était dans un processus et le processus s'est bloqué. Il fallait trouver une solution. Ici, il n'y a pas blocus de processus. Il n'y a pas crise. Non. Il y a eu une volonté délibérée d'un parti politique de ne pas profiter des possibilités laissées par la loi. Et ils connaissent la loi. On leur a dit déjà ce qu'il faut faire. Et ils savent cela. Imaginez que le président acceptait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va interrompre le processus et dire que nous revenons en arrière. Et s'il le fait avec les démocrates, et que rapidement Moël vient, ou bien notre parti vient aussi pour l'appeler, pour dire, bon, écoutez, faites tout pour que moi, mon candidat soit présent aux consultations électorales. Mais alors, il va agir encore? Non. On dit qu'il y a des critères pour participer à cette élection. Vous êtes avertis depuis. Vous respectez les critères, un point tiré. Vous prenez toutes les dispositions pour respecter les critères. Mais le problème qui se pose ici, vous ne l'avez pas perçu. Au lieu de lire les tests, au lieu de se conformer aux tests, au lieu d'être républicains, mais ils ont passé tout leur temps à contester le test et à se dire que les normes ici, ce n'est pas les tests. Les normes, c'est leur présence ou non à l'élection qui définit en réalité l'existence d'un processus démocratique. Mais c'est faux. Il ne faut pas que chacun se lève et dise que c'est moi. Et dès que je ne suis pas là, ça veut dire que le processus est en panne. Pas du tout. Monsieur René Agossa, je finis rapidement pour dire on vous aura compris, mais les démocrates ne sont pas sur ce plateau. Vous ne pouvez pas affirmer qu'un parti rempli de cadres également soit incapable de lire les tests de la République. Mais avant, pour évacuer ce sujet, le président Patrice Talon a parlé de ce cadre où lui, bientôt ancien président, avec les autres anciens présidents et anciens présidents d'institutions, pourraient être des sages qui vont conseiller le reste de la classe politique. Oui. Monsieur Agossa, dans le contexte béninois, un Sénat, ça va servir à quoi? Non, je reviens rapidement pour vous dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadre au sein des partis, du parti Les Démocrates, mais c'est une option politique, c'est un choix qu'ils ont fait. Un choix, c'est-à-dire ignorer la légalité républicaine et se dire que si nous sommes là, ça veut dire que la République marche. Si nous ne sommes pas là, il faut modifier les tests compte tenu de nos choix politiques. C'est votre lecture des choses, on la respecte. Donc, le Sénat dans le contexte béninois. Le Sénat dans le contexte béninois, c'est clair, je peux vous confirmer que c'est une institution qui, en fait, d'ordre déontologique, politique, dans la République. C'est comme votre profession. Vous avez le côté déontologique qui est géré par une structure au sein des médias. Ici, dans le cadre politique, et pour maintenir la stabilité, l'équilibre institutionnel, et aboutir bien sûr à cette maturité institutionnelle dans laquelle nous sommes engagés depuis, il faut une institution comme le Sénat, qui en fait est une institution déontologique, politique dans la République. Donc, c'est ça qui importe aujourd'hui. Nous sommes en train de quitter l'étape d'une consolidation de notre démocratie à un perfectionnement de notre démocratie. Désormais, nous aurons des lois qui seront bien élaborées, puisque ce sera la deuxième chambre, et nous aurons des problèmes qui seront résolus au-delà des rivalités politiques et permettre à ce que la dépersonnalisation soit une réalité dans le contexte politique de chez nous. Monsieur René Agossa. Et ce qui est important, c'est que c'est très utile. Vous allez voir dans notre pays, récemment, l'ancien président Boni Yayi a fait le tour des anciens présidents d'institutions.
ancien président de la République, ancien président du Parlement. Et quand on lui a posé la question, il a dit qu'il les consultait pour qu'ils puissent s'entendre pour régler certains problèmes du pays. Sauf que dans le Sénat proposé par les deux députés de la mouvance présidentielle, M. Agossa, je ne vous mâche pas sur la langue, il est dit qu'on aura également les anciens chefs d'état-major. En 1990, les Béninois ont fait le choix de mettre les militaires dans les casernes. Pourquoi les faire revenir dans le schéma politique? J'ai fini pour dire que le cadre que voulait le président Boni-Yayi, en allant bien sûr voir ses autres collègues, pour qu'ils puissent résoudre certains problèmes, ce cadre maintenant est défini. Ça veut dire que le besoin existait. Donc chacun aujourd'hui peut s'exprimer librement dans ce cadre et permettre à ce que nous puissions utiliser les compétences de ces derniers. Vous parlez bien sûr des chefs d'état-major. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Ça dépend de l'objectif. Dans les missions ici, il y a la question de la sécurité. Et sans la sécurité nationale, vous ne pouvez rien. Nous sommes en paix ici parce que nous avons un cadre bien sécurisé. Donc l'intégrité territoriale est importante dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Et vous voyez dans quel environnement nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas régler ce problème en isolant ceux qui, en fait, sont à la manœuvre. Ceux qui sont là et qui connaissent les réalités de la sécurité, il faut les mettre dedans. Et on peut gérer ça autrement. Ils peuvent être consultés, ils peuvent être membres permanents, etc. Mais donc, leur présence n'a rien à voir avec la décision qui a été prise en 1990. En 1990, c'est clair. Si vous voulez faire la politique, vous quittez, bien sûr, le cadre de l'armée. Mais ici, c'est un cadre apolitique, totalement apolitique. Parce que les missions qui sont définies en ce qui concerne le rôle de la Sénat, cette institution, ne peuvent pas permettre à quelqu'un d'être politique et de pouvoir atteindre ces objectifs finis et définis à travers. Vous affirmez que le Sénat pourrait être donc est un organe apolitique. Comment un organe apolitique peut prendre des initiatives de loi et de décisions politiques dans le contenu que nous avons lui proposé par les députés? Nous avons dit, j'ai dit au début que c'est une institution déontologique et de la politique au sein de la République. C'est clair que l'intérêt national va l'emporter plus. Et cela revient ici à voir la qualité des hommes. Quand je dis que c'est apolitique, c'est la qualité de ceux qui animent cette institution. Quand vous venez dedans, vous ne pouvez plus être partisan. C'est ça surtout. Ce n'est pas une institution qui va accueillir des partisans. Vous êtes au-delà des rivalités des partis politiques. Parce que vous avez à trancher à plusieurs niveaux en ce qui concerne la gestion du pays. Donc, vous ne pouvez pas alors être partisan et accomplir convenablement votre mission. Ici, il y a un avantage. Le président a souhaité, dans son interview, qu'on interdise aux anciens chefs d'État de faire la politique, de quitter et d'aller au village. Mais ici, au moins, il y a l'avantage, il y a une clarification. Il n'y aura plus de confusion. Si vous choisissez être membre du Sénat, vous devez ne pas être partisan et on le reconnaît. Si vous choisissez ne pas être membre du Sénat, vous pouvez alors continuer votre activité partisane et vous serez traité comme tel. Il ne s'agit plus d'être président d'un parti et aller voir le chef de l'État et dire que cette fois-ci, j'y vais en tant qu'ancien président de la République. Les anciens présidents de la République auront leur cadre pour aller travailler. Dans cette loi portant révision de la Constitution et institution du Sénat, M. Irénée Agossa, il est parlé de trêve politique. La trêve politique, n'est-ce pas une fin de la compétition? Non, pas d'une fin de la compétition. C'est la fin du désordre partisan, plutôt. C'est la fin du désordre partisan. Donc, ce n'est pas la fin de la compétition. Un président est élu en 2026. On lui donne 4 ans pour qu'il n'y ait pas de revendication. Il y aura de revendications. Vous pouvez intervenir. Il y aura une trêve. Oui. À quoi répond cette trêve-là? La trêve, je vous dis, c'est la fin du désordre partisan. C'est différent. Hein?
Donc, on n'est pas en train d'interdire aux partis politiques de ne pas mener leur activité. Le pays finance les partis politiques. Donc, pourquoi on va leur interdire de mener leur activité? Mais cette fois-ci, le désordre partisan va disparaître. Vous devez intervenir dans le cadre de votre vision, de votre programme, par rapport au développement du pays. Je prends un seul aspect. Oui. On sait qu'il y a des problèmes d'emploi dans le pays. Mais un parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est de dire comment nous allons créer la richesse, comment nous allons augmenter la croissance, comment nous allons réduire le déficit budgétaire, comment nous allons faire en sorte que nous puissions avoir les entreprises qui créent l'emploi. Alors, pour y parvenir, comment nous aurons avoir de l'énergie? Ça, c'est des débats qui seront menés désormais. Monsieur Irénée Agossa, on vous aura compris. On espère que tout ceci sera un débat public concernant tous les Béninois, donnant l'occasion à tous les Béninois de se prononcer là-dessus, allant peut-être au vote référendaire pour inclure tous les Béninois et recueillir leur avis sur la question. Alors, le temps étant la denrée la plus chère par ici, monsieur Agossa, je vous donne 30 secondes pour conclure. Oui, mais les Béninois, à travers la Constitution, à partir de l'article 4, ont donné droit aux députés pour qu'ils puissent exercer leur souveraineté. À partir de l'article 153 aussi, ils ont le devoir de s'exprimer. Mais ça partie des députés qui votent au Parlement et dit qu'ils iront au référendum. Merci. Ici, nous avons choisi une forme constitutionnelle pour régler un problème qui se pose dans le pays. Monsieur Agossa Irénée, vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes passé sur ce plateau pour porter votre vision, votre avis, voilà, je dirais votre lecture de l'actualité politique. Je vous le dirai également, ici c'est votre maison, revenez quand vous voulez, les bras ouverts, on va vous accueillir. Aucun problème. Merci à vous et bonne journée. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette émission. On va prendre congé de vous, oui, vous pouvez descendre du plateau. On va recevoir Patrick Lin-Diossou. L'autre prénom c'est Gérard. En attendant, on installe le tapis. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. On est là, on est tranquille. Ouais. Oui. Voilà. Ce matin, Patrick Diossou, vous avez décidé de nous aider à connaître davantage la Cour suprême. Oui, la Cour suprême. L'une des institutions les plus hautes, pour ne pas dire la plus haute institution de la République du Bénin. Une institution, on va la découvrir tout à l'heure, une institution qui est en train de faire ses journées portes ouvertes. La 3e édition des journées portes ouvertes de la Cour suprême, c'est du 4 au 6 novembre 2025. Et pour cette 3e édition, aujourd'hui, nous recevons un magistrat. Il est le directeur des relations avec les institutions. Il est le directeur en même temps de la coopération internationale. Il est un magistrat. Monsieur Araba, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Wilfried Araba, si l'on considère que la Cour suprême est l'une des plus grandes institutions, pourquoi une journée porte ouverte? Quels sont les objectifs d'une telle journée? La Cour suprême, par son organisation, par son fonctionnement, elle n'est pas toujours facile à appréhender par la population. Son mode de fonctionnement diffère assez substantiellement de celui des tribunaux et des cours d'appel. Donc nous avons ressenti ce besoin d'ouvrir les portes de l'institution pour que les Béninois l'appréhendent mieux, la comprennent mieux, maîtrisent mieux son fonctionnement. Et d'ailleurs, à l'occasion de la précédente édition qui a eu lieu il y a 2 ans, oui, nous avons constaté cet engouement-là de la population, ce qui montre bien, ce qui prouve qu'il y a un besoin. On a noté un nombre important de visiteurs, un afflux important dans les différents stands, donc le besoin est vraiment là. Et donc c'est ce qui poursuit, c'est ce qui justifie la poursuite donc tous les 2 ans, oui, de l'ouverture des portes de l'institution.
Alors, pour cette troisième édition, parce que vous l'avez dit, la deuxième édition, il y a 2 ans. La troisième édition, pour cette troisième édition, quelle est la particularité? Est-ce qu'il y a un groupe particulier? Est-ce qu'il y a une singularité par rapport aux autres éditions? Oui, il y a une singularité. D'abord, nous sommes dans un contexte relatif aux élections communales. Et vous savez que la Cour suprême est le juge du contentieux des élections communales. D'accord. Ces élections auront lieu au mois de janvier prochain. Donc, nous ne pouvions pas ne pas intégrer cet élément dans nos journées, ce qui explique que la communication ou la conférence inaugurale qui a eu lieu hier a porté sur cette thématique, la Cour suprême et le contentieux des élections communales. Le deuxième élément qui fait la particularité des journées portes ouvertes de cette année est que nous l'avons étendu, contrairement aux années précédentes, donc, aux différents ordres professionnels de la justice. Donc, la population en venant ne viendra pas seulement découvrir la Cour suprême, son fonctionnement, les magistrats, les personnels, les avocats généraux qui y travaillent, mais également les avocats, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, qui ont tous des stands et qui pourront donc expliquer leur mission au sein du système judiciaire. Vous avez commencé, M. Araba, par parler du fonctionnement de la Cour suprême et surtout des élections communales qui arrivent. Est-ce qu'on peut revenir sur la mission fondamentale de la Cour suprême en République du Bénin? Alors d'abord, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. Concrètement, ça veut dire que la Cour suprême est fondamentalement une juridiction de cassation. Donc, à ce titre-là, elle exerce un contrôle de légalité sur les décisions qui sont rendues par les tribunaux de première instance lorsqu'ils statuent en premier et dernier ressort ou par les décisions par les cours d'appel. Ils contrôlent leur conformité à la loi. Donc, c'est ça sa mission fondamentale, le contrôle de légalité en matière administrative et judiciaire. En matière administrative, c'est les contentieux, les litiges entre les particuliers et l'administration. La matière judiciaire, c'est les litiges entre particuliers, pour résumer. Mais ce n'est pas la seule fonction. La loi confère également à la Cour, comme je le disais déjà tout à l'heure, la mission d'être le juge du contentieux des élections communales. Alors tout ça relève de la mission juridictionnelle, dire le droit. Mais la Cour suprême a également une mission qui est moins connue, qui est une mission consultative. Au terme de la Constitution, le président de la République peut saisir la Cour suprême pour qu'elle donne son avis sur les projets de loi, avant qu'il ne soit adopté en Conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, la Cour suprême contrôle l'écriture de la loi, la conformité aux engagements internationaux du Bénin, de façon à contribuer par son expertise à ce que le Bénin produise de bonnes lois, des lois bien rédigées, etc. Voilà. Oui. Donc ça, c'est la mission consultative qui est moins connue et dont il convenait de parler. Et en parlant toujours de mission, dans quel type de dossier le citoyen lambda peut être amené à aller vers la Cour, saisir la Cour, le citoyen ou toute institution, l'administration par exemple? Alors, je le disais tout à l'heure, la première mission de la Cour, c'est d'être une juridiction de cassation. Donc, lorsque les tribunaux statuent en premier et dernier ressort, les cours d'appel statuent sur leur litige et que les citoyens considèrent qu'elles souhaitent exercer encore des recours, eh bien, elles peuvent former un pourvoi. Mais les citoyens peuvent, devant la Cour suprême, mais les citoyens peuvent saisir également directement la Cour suprême en matière administrative, en matière fiscale. Là, c'est la Chambre administrative qui est compétente à la matière sur les questions fiscales, par exemple la quotité de l'impôt, l'assiette de l'impôt, mais également s'agissant des décisions du président de la République prises en Conseil des ministres qui font grief. Voilà des cas où la Cour suprême peut saisir directement la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême, au fin d'obtenir gain de cause. Oui. Voilà. Alors, si on revient à cette journée, à ces journées portes ouvertes, quelles sont les activités qui sont programmées, les activités qui ont déjà commencé depuis hier et puis aujourd'hui et demain? Quelles sont les activités? Alors, hier, après le mot de bienvenue de M. le Président de la Cour suprême,
nous avons eu une conférence inaugurale animée par un conseiller de la Chambre administrative de la Cour suprême, M. Bertin Quenom, sur le thème la Cour suprême et le contentieux des élections communales au Bénin. Et nous avons eu le plaisir de constater que des étudiants, des élèves étaient là, des autorités, des responsables ou des représentants d'institutions également étaient présents, et la population également. Et donc, à la suite de cette conférence, il y a eu des questions-réponses qui ont permis donc à tout un chacun de mieux comprendre la mission de la Cour sur cette thématique du contentieux des élections communales. Par ailleurs, toute la journée d'hier, mais également les 2 jours, aujourd'hui et demain, il y aura différents stands qui seront animés par des membres et des personnels de la Cour suprême, un stand de la Chambre administrative, de la Chambre judiciaire, le parquet général, le cabinet du président, le secrétariat général et même l'Association africaine des hautes juridictions francophones, dont le président de la Cour suprême du Bénin assume la présidence du conseil d'administration. Donc ces stands permettront de mieux connaître, de prendre des documents, de les lire, d'en emporter et d'échanger avec les membres et les personnels de la Cour. Alors, M. Araba, le vendredi dernier, la Cour suprême a effectué sa rentrée judiciaire et vous avez choisi le thème « Les défis contemporains de la justice béninoise ». Qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème? Nous le voyons tous. Le monde est marqué par une certaine mutation en termes de conflits. Et le monde est marqué également par une évolution très importante, j'allais dire exponentielle, des technologies. Et donc la Cour suprême ne pouvait pas rester les bras croisés face à ces évolutions-là. Il y a eu en 1998 les États généraux de la justice qui ont dressé un bilan de l'état de la justice et ont indiqué les défis à relever pour la justice. Ces éléments de ces défis identifiés à l'époque demeurent encore, mais de nouveaux défis apparaissent. Et il convenait le monde n'étant pas statique. Le monde n'étant pas statique. Donc il convenait que tout le corps judiciaire réfléchisse à la question afin donc que la Cour, que la justice en général épouse l'évolution du monde. Voilà. Oui, en parlant de défis, comment la Cour s'adapte actuellement? On est dans une évolution, on va vers l'ère numérique et le Bénin est en train de pousser, de vouloir être bientôt la capitale du numérique en Afrique occidentale. Et comment la Cour s'adapte à cette ère du numérique, la Cour suprême? Une politique est mise en place et est mise en œuvre de changement des pratiques juridictionnelles et administratives de la juridiction. Pour prendre quelques exemples, nous sommes actuellement dans une politique de diminution de l'usage de papier de 50%. Par exemple, les lettres circulaires au sein de l'administration de la Cour ne sont plus transmises en version papier. Chaque membre, chaque personnel de la Cour dispose d'une boîte électronique par laquelle les lettres circulaires arrivent. C'est un exemple. Autre exemple, désormais les conseillers, les avocats généraux disposent d'un cloud par lequel ils peuvent faire circuler les actes de procédure sur lesquels ils travaillent. Donc autant d'éléments qui illustrent donc cette politique d'épouser la numérisation qui marque notre temps et faire évoluer les pratiques de la Cour dans le sens de plus d'efficacité dans l'intérêt du citoyen au nom duquel la justice est rendue. Alors, M. Araba, cette année judiciaire, l'un des plus grands défis qui attendent la Cour suprême, c'est la gestion du contentieux électoral. Est-ce que la Cour suprême est totalement prête pour la mission? Elle est plus que prête, je dirais. Parce que dès le début de l'année, la Cour s'est mise dans un cycle de formation, tous les membres de la Cour, pas seulement les conseils et les avocats généraux, mais également les auditeurs, les greffiers, le personnel administratif. Nous avons organisé une série de séminaires de formation avec des experts, aussi bien nationaux qu'étrangers, afin de nous réimprégner des lois qui régissent le contentieux électoral, la pratique, le traitement des recours. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ces différents cycles de formation et je peux dire que la Cour suprême est prête à affronter donc la gestion de ce contentieux. Eh bien, Patrick Dossou, on arrive également à la fin de cette discussion. Oui, la Cour suprême est prête et je voudrais dire,
pour cette journée, on revient aux journées portes ouvertes, et quel est le résultat attendu? La cible, ensuite les résultats attendus. Et ce sera votre mot, enfin il n'y a pas de mot de fin. Mais alors la cible, c'est les institutions de la République déjà. Oui. Je me dois de préciser qu'il y a quelque temps, par exemple, les membres de l'Assemblée nationale ont émis le souhait de mieux comprendre. Vous savez que c'est à l'Assemblée nationale que le budget est travaillé. Oui. Voilà. Donc ils ont émis le souhait de mieux comprendre le fonctionnement de la Cour. Donc même les institutions ont besoin de mieux comprendre les missions et le fonctionnement de la Cour. Donc c'est l'une des cibles, mais plus généralement, c'est la population. N'oublions pas, je crois que je le disais tout à l'heure, c'est au nom du peuple que la justice est rendue. Donc la Cour suprême, c'est la chose du peuple. Donc c'est aussi, et je dirais même au premier chef, les citoyens qui sont la cible. Et donc le résultat attendu est que le justiciable maîtrise davantage, avec les autres professionnels de la justice compétents, comment saisir la Cour, comment plaider devant la Cour, comment écrire, comment formuler ces écritures, avec le concours des autres juridictions, enfin les autres professionnels compétents. Et voilà, donc mieux comprendre cette juridiction suprême. Monsieur Wilfried Araba, vous êtes magistrat, conseiller à la Cour suprême du Bénin. Vous êtes passé sur ce plateau pour nous parler des journées portes ouvertes qu'organise votre institution, notre institution. Merci d'être passé. J'aurais un petit mot à ajouter, oui, si vous me permettez. En 30 secondes. En 30 secondes, oui. C'est des mots de remerciement. On le disait tout à l'heure, la Cour suprême a organisé vendredi dernier son audience solennelle de rentrée. Donc les présidents d'institutions étaient présents. Diverses personnalités étaient présentes également et la population est venue nombreuse. Donc c'est l'occasion au nom de Monsieur le Président de la Cour de leur adresser nos remerciements pour cet événement qui marque la nouvelle année judiciaire 2025-2026. Merci pour le travail énorme que vous abattez pour l'avancement de la République. On vous souhaite une bonne et agréable journée et merci surtout du succès pour le restant des jours des portes ouvertes. Merci beaucoup. Allez, Patrick Dossou, on va laisser donc partir M. Araba. Oui. Il va vaquer à d'autres occupations. Oui, merci. Allez, merci beaucoup. On va accueillir cette fois-ci la Danonde. Et oui, vous la connaissez depuis lundi, elle nous fait découvrir le fonctionnement du monde canet, voilà, avec les chiens. Aujourd'hui, il y aura un témoignage poignant. Et en début d'émission, je posais la question de savoir, est-ce que la présence, l'adoption d'un chien pourrait avoir un côté thérapeutique? On installe Madame Heureuse Danonde. Heureuse Danonde est déjà sur ce plateau pour nous parler donc davantage du monde canin et surtout le côté thérapeutique que pourrait avoir la présence d'un chien à la maison. Madame la Danonde, bonjour. Monsieur le Sochoum. J'aime bien votre livre. Non, super. Ah oui. Ah oui, comment vous allez, les amis? Ça va Non, super bien. je suis pâté. Ah ouais. Alors, Madame Danonde. Bien sûr, Alain Sochoum, comme on le disait, le chien peut être un compagnon thérapeutique. Et nous avons un témoignage ici, notre invité. Et que nous allons inviter d'ailleurs à s'installer. Madame, voilà, installez-vous. Nadine Delot est avec nous aujourd'hui pour nous conter son histoire avec son loulou. On aurait vraiment aimé avoir Loulou sur ce plateau. Il est là, mais un petit peu énervé, parce qu'il était dans la voiture. Donc. Ah, vous l'avez laissé dans la voiture tout ce temps? Non, mais il a quelqu'un avec lui. On aurait pu le faire sortir depuis... Franchement, ouais. Ben bon, n'empêche, l'important c'est qu'on va parler de Loulou aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, merci déjà d'accepter de partager avec nous votre expérience. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, de partager avec nous votre expérience avec votre chien. Nous allons vous suivre. Avant de vous écouter à nouveau, nous allons vous suivre à travers cet extrait que nous avons produit avec elle chez elle et son chien Rex. Je ne voulais pas un chien méchant. D'accord. C'est un chien confort. Franchement, ça, c'est un témoignage qu'on ne reçoit pas souvent. Très souvent, les gens ont besoin d'un chien pour la sécurité, c'est-à-dire des chiens de garde. Mais là, plutôt, on a un vrai chien de compagnie. J'ai vu son père, je ne serais pas allée 2 fois chez lui. Ah
bon? Ah oui, oui. Il était assez... Et, un grillage qui l'entourait de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Hein. Waouh! Oh non. Quand les besoins sont comblés, vous allez voir tout ce que vous voulez dans votre chien. Parce que lui aussi, avec sa maîtresse, les deux forment en fait une équipe. Et puis l'un ressent l'autre comme ça. Donc, ce que la maîtresse voudrait que mon chien fasse, c'est ça lui fait en fait. D'accord. Si la dame est malade, ça reflète sur le chien en fait. Je le caresse, je lui dis bonsoir, tu tiens bien la maison. Voilà. Et hop, il s'allonge et le matin, je le réveille, j'ouvre la porte. Oui. Il lui faut des caresses, bien entendu. Mais après, il s'étend et il dort. Waouh! Pour dire, il n'a pas du tout dormi de la nuit, tellement il était en garde. C'est ça. Et si un voisin fait du bruit, il aboie 1 ou 2 fois, je le laisse aboyer. C'est bien de savoir qu'il y a un chien ici. Oui, oui, oui. Donc dans ce cas précis, il joue les 2 rôles. Exactement. Il est le chien de garde et il est également le chien de compagnie. Vous voyez, la maîtresse vit seule avec son chien dans la maison. Vous voyez cette grande maison, ils sont juste 2 dans la maison. Oui. C'est normal qu'ils fassent le boulot. Vraiment. Imaginez qu'il y a un danger dans la maison et elle est seule qui ne peut pas se défendre, et le chien est là quand même pour faire le boulot. Oui, et quand elle a besoin de compagnie, de chaleur, il est également là. Et lorsque je ne vais pas bien, il reste à côté de moi et ne bouge pas. Waouh! Ça aussi, c'est quelque chose. Eh bien voilà, ce lien si fort qui est créé entre Loulou et Nadine. Ben, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que ce lien a pu être créé si fortement? Eh bien, j'étais sur une grande propriété. Donc, un gardien homme ne suffit pas toujours. Il vaut mieux un animal, mais pas féroce. Moi, je ne voulais pas. Mais on constate aussi qu'il peut être méchant s'il le faut. Il sait bien qui il est, en fait. Sinon, j'ai fait un petit résumé sur lui en disant c'est pas un chien de garde, c'est un chien pantouflard. Il préfère être à la maison, avoir des caresses plutôt que de sortir. Plutôt que de sortir, ben, comment décriveriez-vous aujourd'hui votre relation avec Loulou? Oh, ça fera mal quand il sera obligé de partir. Complice. Oui, c'est vraiment tout. La complicité, l'amour. On voit l'amour du chien avant même de l'amour. Vraiment, c'est un contact très fort. Et ça se complique avec les caresses qu'il faut donner au chien. Oui, on a eu tout ça à travers les images. Madame Nadine, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le loup, votre chien, est plus qu'un animal de compagnie? Eh bien, avec toutes les péripéties qu'il nous a fait vivre tout au long. C'est pour ça que j'ai dû écrire un audio pour lui, parce qu'il nous a tellement étonnés dans plein de réflexions qu'on a voulu absolument le montrer. Et voilà le loup qui vous rejoint sur le plateau. Voilà. Tranquille. Et vous avez dit tellement de péripéties. Le loup n'est pas méchant. Oui, et puis je l'ai élevé avec les enfants de mon gardien pour être sûr qu'ils ne se servent pas de ses crocs. Ok. Donc, là, jamais il n'a mordu quelqu'un. Jamais, jamais. Jamais il n'a mordu quelqu'un. Jamais. Super. Waouh. S'il y a des inconnus à la maison, ce qu'il veut, lui, c'est des caresses. Il vous sent, il vous renifle, puis après, il attend des caresses. Tranquille. Mais en quoi est-ce qu'il impacte aujourd'hui votre morale au quotidien? Eh bien, ça me permet d'avoir l'envie de me lever tous les matins. D'accord. Parce que c'est une charge aussi. Ah oui? En quoi est-ce une charge? Eh bien, il y a la santé. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut bien vérifier. Quand je le rentre le matin à la maison, je ressens s'il a le museau qui est bien mouillé. Oui. Si c'est trop sec, moi j'appelle tout de suite le vétérinaire pour avoir au moins une température. Sinon, tant qu'il n'est pas malade, ça va très bien. Ça va très bien. Mais est-ce que, et sur vous-même, votre état de santé, est-ce que vous avez eu à faire des constats par rapport à sa relation avec vous? Il est vraiment, je veux dire, un point d'ancrage. J'adore, moi, cette façon qu'il a d'être présent, de venir voir, sentir si ça va. Ah, d'accord. Il ne s'assoit pas dans un coin, il est près de moi. Et s'il voit que je vais me changer de toilette, il vient sentir la robe pour être sûr que
je vais sortir si c'est avec lui, selon les robes que je mets. Il sait s'il sort avec moi ou pas. Donc, en mettant du violet, cette robe, par exemple, ce matin, Loulou savait que vous sortiez Plus de avec. détails à ce propos, mais s'il non, vous non, plaît. je n'avais pas dit qu'il sortait. Donc, moi, je me suis préparée. Je lui ai dit, tu sais, je m'en vais. C'est seulement au dernier moment qu'il est monté dans la voiture. Loulou est assez mignon, en tout cas. Merci, Christelle Savouran. Moi, j'aimerais bien savoir, Oui. Madame Nadine Delot, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où la présence de Loulou, votre chien, a été comme une bouée de sauvetage? Vraiment. Oui, parce que si je ne suis pas bien, si j'ai des soucis importants, il est là, il reste à côté de moi. Il ne va même pas vouloir sortir. Il reste près de moi, il me suit partout dans la maison. Et aussitôt que je suis assise ou pour lire ou pour travailler à l'ordinateur, il est sous la chaise complètement. Je dois faire attention en me levant parce que si la chaise roule sur le museau, elle roulera sur le museau. Tellement il est imbriqué dans la chaise. Quand il me protège, c'est immense. C'est immense. Et comment il s'appelle? Mohamed, son dresseur, a dit à travers l'élément que vous vivez seul avec lui. Oui, je vis seule avec lui. Dans une grande maison. Oui, oui, oui. Sans crainte, sans aucun problème. Sans crainte. Mais que pense l'extérieur, les gens? Est-ce qu'ils, selon vous, sous-estiment le pouvoir que pourrait avoir un chien? Ils ont peur. Les voisins ont peur. Moi, je montre bien qu'il est facile. Si un enfant se présente, il va être caressé, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi garder l'esprit de « je suis là pour défendre ma maison ». Donc, s'il aboie après un camion ou autre, je le laisse aboyer pour qu'on sache qu'il est là. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une anecdote spéciale que vous avez, un souvenir spécial que vous gardez? Pour quelqu'un... pour Loulou, pour Loulou votre question va nous amener à suivre cet audio parce que l'amour est de telle sorte qu'elle a même rédigé un livre audio sur Loulou. Ah, d'accord. Ce livre audio est sous, je crois, il y a 16 épisodes actuellement. Il y a 16 épisodes. 16 épisodes. Là, je vous l'ai mis bien sûr, mais on a quand même un extrait de 2:30, 3 maximum, qu'on va demander aux téléspectateurs de suivre. Très émouvante, une relation presque fusionnelle. Mais ceci, heureuse, m'amène à poser la question suivante à Madame Nadine. Madame Nadine, est-ce que vous pensez que du haut de votre expérience avec Loulou, est-ce qu'en réalité, la présence des chiens devrait être une approche dans, disons, le traitement, ou bien, est-ce que je vais parler de traitement intégré davantage dans les approches de santé mentale? Oui. Et ça commence maintenant à venir dans les hôpitaux. Oui. Parce que même un enfant jeune qui est alité pour longtemps, un chien, même un chat, mais surtout le chien dans les hôpitaux, c'est magnifique. L'enfant change complètement. Wow. Et on a vu aussi une personne âgée alitée qui ne bougeait plus. Une fois que le chien vient la sentir, il pose sa patte et la personne se réveille, on va dire. Wow. Elle est là, quoi. Elle n'est plus dans son idée, dans ses mauvaises idées. C'est merveilleux. Ça, il faudrait le faire plus. Vraiment, le faire plus. Mais qu'est-ce qui vous a amené à un tel projet? Créer un livre audio sur... parce qu'il faut dire, il s'appelle Rex. Il s'appelle Rex. Mais pour vous, c'est votre loulou, quand il est gentil. Voilà, c'est ça. Sinon, je l'appelle Rex. Non, j'étais en traitement avec ma psy et elle me dit... Maintenant, je veux avoir une histoire, quelque chose que vous avez créé. Donc, j'ai longtemps cherché, puis après, je dis, mais celui-là, je le connais depuis la naissance. Donc, allez, vas-y, écris. Et John Kidas a fait la musique, le son, tout ça, ça a été formidable. Maintenant, est-ce que vous espérez que vos expériences puissent aider d'autres? Eh bien, ça passe sur Deezer, sur Amazon, sur des podcasts. On peut trouver ça partout.
Ah, donc ceux qui nous suivent actuellement et sont intéressés peut-être par le reste de vos épisodes. Ok, il y a ces plateformes-là qui sont disponibles et ils pourraient écouter. Il suffit de dire ou mon nom ou le nom du chien, Rex, et puis vous allez trouver partout, c'est diffusé. Ça, c'est intéressant. Alors, Nadine Delot. Nadine Delot, est-ce que, à votre avis, il y a des conseils que vous pourriez donner à des personnes qui vivent seules au sujet de la présence d'un animal de compagnie et surtout un chien? Oui, vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Hein. J'écris beaucoup, je suis écrivaine, donc j'écris pas mal et je suis souvent assise à l'ordinateur, la maison silencieuse, mais avoir quelqu'un qui vous fait bouger, et pour le moral, c'est magnifique. Si jamais il disparaissait, je recommencerais. Et je prendrais peut-être plus petit parce que... Pourquoi? Et reprendre l'expérience. Ah oui, il faut. Au moins essayer, parce qu'avec même un petit chien, l'amour que ces animaux nous donnent, c'est formidable. Wow. C'est plein d'espoir pour quelqu'un qui n'aime pas la solitude, par exemple. C'est obligatoirement, vous vous trouvez occupé. Mais que pense votre entourage rapproché, vos proches, de ce lien que vous avez créé avec Rex? Eh bien, je vous dirais que mon chien, quand il entend l'électricien, par exemple, arriver, il a déjà entendu la moto, il a la queue qui frétille et il attend à la porte parce qu'il sait déjà que c'est l'électricien qui vient. Mohamed, c'est encore pire. Parce qu'il entend le bip de la moto, même avant le bip, il sait déjà que c'est Mohamed qui arrive. Et il est à la porte, en jappant, il tourne autour de la porte le temps que je clenche pour le mettre dans le garage. C'est immense. Franchement, mais dans le même temps, vous avez dit à travers l'extrait qu'on a écouté, c'est en quelque sorte, ce que moi je comprends, une charge. En quelque sorte, parce que pour bouger, c'est difficile pour vous. Oui, et puis ça coûte cher. Ça coûte cher dans quel sens? L'entretien ou l'alimentation? L'alimentation obligatoirement. Le vétérinaire, si le chien est malade. Là, ce sont des surprises qui ne sont pas plaisantes. C'est ça, c'est ça. Mais l'amour est là, quoi. C'est ça, c'est ça. L'amour est là. Et pour ça, il faut tout y mettre. Ça pardonne tout. Waouh! Mais ça, j'ai la chair de poule, en fait. J'ai seulement une petite trace, là, de sa patte, parce que j'ouvrais la porte pour quelqu'un qui, comme Mohamed. Oui. Et bon, le temps que j'attrape la porte pour l'ouvrir, il m'a griffé avec sa patte. Ouh. Mais on ne peut pas l'accuser. N'est-ce pas? Franchement, ailleurs, on l'aurait déjà donné 2 claques. Mais non, pour vous? Je ne touche pas à mon chien. Vous ne le tapez pas? Ah non. Non, il a peur de... J'ai eu un petit éventail et puis je lui dis « Tu arrêtes, hein, Loulou, parce que si tu m'embêtes de trop, tu vas voir. » Donc il me regarde, puis il s'en va. Il a compris le message. Il comprend le message, il comprend très bien le message. Effectivement. Non, alors, ça fait plaisir de vous écouter. N'est-ce pas? J'ai l'impression qu'avec le chien, enfin avec Rex, pas le chien, c'est Rex. Oui, avec Rex, ce n'est pas, vous ne pensez pas à un animal, mais à un être. Un être. Il faut voir tout ce qu'il fait. Sidoine en est témoin. Lui, il est tout le temps en train de le filmer avec toutes les bêtises. Dernièrement, il lui a mis un chapeau sur la tête, des lunettes, le chien ne bouge pas. Il lui a mis une serviette aussi sur le dos. Le chien est resté tranquillement. Il attendait la suite de l'appareil photo. Donc, on pourrait dire qu'il attendait ça séance de shooting. De shooting, bien sûr. Mais en une phrase, comment pourriez-vous aujourd'hui définir ce que Rex représente dans votre santé? C'est précieux. C'est vraiment cet amour-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Il est votre raison de vivre. Oui, il est ma raison de vivre, vraiment. Quand je l'ai vu très malade, ça a été affreux. Vous passez par toutes les douleurs. Hein.
on préfère même les oublier. Parce que eh bien, c'est un amour qui ne dit pas son nom, un amour pas pour un chien, mais pour un autre être. Oui. Voilà, c'est l'expérience de Nadine Delot. Nadine, oui, elle est ici depuis déjà 28 ans, elle est au Bénin. Oui. Et elle ne compte pas repartir. Quand je lui ai posé la question, mais pourquoi Je suis bien ici. Oui. Je suis normande. Okay. Alors, la Normandie, la pluie, les vêtements chauds, l'hiver, il fait toujours nuit. Non, moi, ici, je m'épanouis. Ici, vous avez le soleil, vous avez la chaleur. Vous avez tout ce qu'il faut au Bénin. Autant la chaleur naturelle que la chaleur humaine. Voilà. Et la chaleur de Rex. Oui, oui. Surtout ça. Allez, merci beaucoup, Nadine, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Heureuse, merci de nous avoir fait découvrir ce monde-là. Bien sûr. Et on va remercier Rex pour sa discipline. Parce que, oui, et là, il est resté avec nous sur le plateau et il s'est promené. Et voilà. Mesdames, Messieurs, c'est une expérience formidable qu'il faudra faire. N'avoir pas peur, ne pas avoir, je vais dire, voilà, peur des chiens, des animaux. Réussir à les adopter et à avoir une relation fusionnelle avec eux, c'est bien possible. Madame Nadine Delot, on va prendre congé de vous. On vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir reçu. C'est nous qui sommes en... Ça m'a fait plaisir. Plaisir partagé. Allez, mesdames, messieurs, on va donc accueillir notre fine fleur. Oui, vous savez que ici, dans la team Bonjour le Bénin, c'est la fine fleur, Amandine Aniabossou, qui nous parle cette semaine des événements qui font bouger le Bénin, des événements qui font que on remarque des Béninois et des Béninoises qui, justement, apportent leur touche particulière au développement de notre pays. Et ce matin, Amandine Aniabossou veut nous faire découvrir une personne, une dame, qui fait dans la cosmétique, mais surtout qui fait appel aux éléments naturels de notre pays. Voici le tapis pour installer Amandine Aniabossou. Et voilà donc le Bénin qui va bouger et qui bouge. Et justement, parlant du Bénin qui bouge, vous savez, nous avons reçu tout à l'heure M. Wilfried Araba, il est magistrat à la Cour suprême. Eh bien, vous, téléspectateurs, vous êtes nombreux à souhaiter donc que ces journées portes ouvertes se poursuivent. Eh bien, votre vœu a été exaucé. Le président de la Cour suprême a décidé donc que les journées continuent jusqu'au jeudi 7. Waouh, ça c'est intéressant. Eh ben, oui, jusqu'au vendredi. Ah oui, ça c'est vrai, jusqu'au vendredi. Ça devrait prendre fin demain. Ça veut dire que le président il nous suit. Hein? Oui, ça c'est intéressant. Oui, on le remercie. Il faut dire que c'est des présidents comme ça qu'on veut, des présidents qui écoutent. Qui écoutent. Des présidents qui sont interactifs avec. Hier, j'ai suivi leur lancement et autres en direct. Je crois que sur YouTube aujourd'hui encore, peut-être, on pourrait suivre si on n'arrive pas à se déplacer sur On pourrait faire un clin d'œil à notre Rokiou national qui se charge de la communication de Rokiou qui s'occupe de la communication de l'autre côté. Sans oublier Awa Chérif. Ah oui, Awa Chérif, bien sûr. Allez, parlant de... Alain Sotumé, bonjour. Ah oui, ça c'est vrai, j'avais oublié. Amandine Aniabossou, elle tient toujours à son bonjour. Amandine Aniabossou, la fine fleur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Ça va très bien. Comme un chat. Comme d'habitude. Aujourd'hui, vous êtes dans la nature. Je suis dans la nature et justement, je vous propose des choses naturelles. Dites-nous tout, Amandine. Vous savez, Alain Sotumé, chers amis téléspectateurs, crème et soins bio, shampoing et huile bio, la liste des produits de beauté, elle est très longue. Le marché des cosmétiques biologiques et d'origine naturelle est en pleine expansion. L'engouement autour de l'utilisation de la cosmétique bio et naturelle vient de leur préoccupation pour utiliser des produits plus sains avec une composition plus transparente. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui savoir ce que contiennent les produits qu'ils appliquent sur eux-mêmes et sur leurs proches pour réduire donc au maximum l'impact sur leur santé et souhaitent intégrer donc une routine plus naturelle dans le quotidien. Et l'invitée de ce matin se démarque du lot. Elle fabrique les produits cosmétiques à base d'éléments naturels comme l'aloe vera ou le savon noir communément appelé kotoshino. Ah ouais, le bon vieux savon de nos ancêtres. Voilà, donc quand on a grandi avec la côte.
Ah bon? Bien sûr. La Danone a des choses à nous dire. La Danone a des choses à nous dire. Ah, mais oui. Donc, notre invitée de ce matin s'appelle Madame Miranda de Souza. Bonjour, Madame. Bonjour. Bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bienvenue chez vous. Merci. Ah oui, vous êtes chez vous. Vraiment. Et de votre parcours, on a le sentiment alors que vous avez une relation particulière avec le savon coton. Qu'en est-il réellement? Bonjour, oui. Et merci de me recevoir sur votre plateau. J'aime bien votre coiffure. Elle est naturelle de la tête aux pieds en fait. Ah, c'est bien joli. Et même dans l'âme. Ah, même dans l'âme. Le look naturel. Oui, très très joli. Alors, vous savez, il n'est de secret pour personne que notre pays, le Bénin, regorge de trésors naturels. Je peux citer le beurre de karité, le gel d'aloe vera, et notre fameux savon ancestral. Et c'est autant de ressources que pour le Bénin et qui pourrait faire de notre pays un pôle d'excellence en cosmétique naturelle. Un pôle d'excellence en cosmétique. Tout à fait. Parce naturel. Que naturel. D'accord. Et c'est mon souhait d'ailleurs. On a de la matière. Ah, énormément. Énormément. Vous n'avez pas idée. Mais vous savez. Et quelle est alors votre relation avec le savon coton en fait? Alors, on m'a offert un jour un gel douche. Un très bon, je dirais mon mentor. Il m'a offert un gel douche à base de savon noir qui venait du Ghana. Et j'ai essayé ce gel douche et ça a été un vrai coup de cœur. Un gel douche, hein? Oui. Ce qu'on a souvent sur le marché, lorsqu'on parle de gel douche, ça c'est de l'importé. Souvent ça vient d'ailleurs. L'Occident. Tout à fait. Donc on peut fabriquer aujourd'hui un gel de douche à base de coton. Voilà. Ça a été ça le déclic. Ce cadeau qu'on m'a offert. Et je me suis dit, mais waouh, c'est fou ce qu'on peut faire avec nos richesses, nos produits naturels. Et malheureusement, quand on va au marché... On n'a que le congui. Voilà. et même quand on voit le coton au marché, c'est avec des dés, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est pas bien emballé, on coupe ça de façon anarchique. La façon dont il est présenté, ça n'attire pas, en fait. Ça n'attire pas. Et donc, chez Chei, notre marque de cosmétiques naturels, nous avons voulu anoblir le savon noir. Lui redonner comment dire ça, cette valeur qu'elle a, elle est riche de façon intrinsèque, mais nous avons voulu l'anoblir et le rendre exportable pour que à l'international on puisse le consommer sans savoir que c'est un truc franchement africain, quoi, d'un petit Bénin quelque part. Tout à fait. Et quelles sont alors les vertus de ce savon noir, communément appelé coton? Alors déjà, le savon noir a pour particularité d'être sans soude. C'est une saponification qui se fait de façon naturelle. C'est de la cendre plus de la matière grasse. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de soude chimique là-dedans. Aucune soude. Il n'y a aucun produit chimique et c'est très doux pour la peau. Ça nettoie en profondeur et ça... C'est ce côté sans soude qui m'a vraiment attirée, qui a été vraiment... Je me suis dit, on peut faire des choses formidables avec ce savon. Votre teint déjà dit tout. Hein? Moi, je dis quand on utilise souvent nos produits, les produits de chez nous, les savons de chez nous, on dit ça noircit, ça fait ci, mais vous avez un joli teint. Merci. Mais franchement, c'est intéressant. Peut-être parce qu'on ne sait pas utiliser nos produits locaux, en fait, oui. Et on pense toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Et on n'a pas souvent confiance en nos cosméticiennes ou bien en nos cosmétologues ici. Mais on a constaté qu'en dehors du coton, vous utilisez également de l'aloe vera. Oui. Pourquoi ce mélange? Alors, l'aloe vera, personnellement, j'ai une plantation d'aloe vera. Ah oui. Et je mets de l'aloe vera dans pratiquement tous les produits que je développe. Et comme je le dis, c'est une plante aux 1000 vertus. Aussi bien sur la peau, les cheveux, mais également lorsqu'on l'ingère
vous savez. Et ça a des vertus apaisantes, ça apaise, ça hydrate parce que c'est regorgé d'eau. Et ça... Ouais. Mais je vois ici qu'il y a... vous avez ajouté encore de la menthe poivrée. Tout à fait. Ce ne serait pas piquant? Non, en fait, c'est... Alors, les huiles essentielles, je vous explique un peu comment c'est composé. Donc, nous avons ajouté du beurre de karité à ce savon, du gel d'aloe vera, et nous les avons parfumés aux huiles essentielles. D'accord. Pour en faire un produit 100% naturel. Les huiles essentielles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est issu des plantes et c'est 100% naturel. On n'a pas voulu dénaturer le savon noir. Nous avons gardé ce côté naturel de la chose authentique. Voilà, authentique. Et en fait, on n'a pas voulu garder ce savon noir, prôner le naturel et ajouter des parfums chimiques ou synthétiques. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu mettre des huiles essentielles pour apporter non seulement une senteur agréable, mais également un bien-être. Parce que les huiles essentielles apportent un bien-être. Ok. Madame Miranda, on va justement marquer une pause pour voir comment vous vous comportez dans votre laboratoire. Donc, si la régie nous accompagne, on va suivre cet élément rapidement. D'accord. Nous avons notre propre plantation d'aloe vera. Voilà comment, lorsqu'on cueille les feuilles d'aloe vera, voilà à quoi ça ressemble. J'avais déjà commencé. Là, j'enlève les épines latérales. Vous voyez là, il y a une partie plate, plus ou moins plate, et là une partie incurvée. Donc le couteau va venir au niveau de la partie plate. C'est beaucoup plus facile à ôter. Et la partie incurvée, on la maintient dans notre main et avec, à l'aide d'une cuillère, nous allons creuser pour pouvoir extraire le gel. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est assez gluant. Accélérer un peu le processus parce que c'est assez long. Les savons là se présentent comment? En boîte, en carton? Un petit verre. Ok. Mais nous, on les conditionne d'abord avant de... Je vais vous montrer là où c'est rangé. On aurait peut-être dû commencer par là. Donc c'est une activité qui vous fait aussi voyager? Énormément. Énormément. Vous savez, il y a certains ingrédients que j'importe malheureusement, comme les huiles essentielles et d'autres actifs. Le Bénin avec ses talents. Madame de Souza, dites-nous, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un phénomène qui fait rage, la dépigmentation. Alors, étant donné que la dépigmentation est toujours actuelle, dites-nous, en quoi votre produit pourrait lutter contre ce phénomène? Alors, le sujet de la dépigmentation est très sensible et je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, allez-y. Voilà.
J'ai participé à une foire l'année passée, la foire du consommant local. Et un monsieur, un forain, il était exposant aussi. À la fin, vous savez, toujours à la fin, on essaye d'acheter les produits des uns et des autres. Voilà. Et il a acheté un gel douche pour sa femme. Donc, quelques jours après, une dame m'appelle, elle me parle fort. Ah, tata, asucheho, adilo ponmi. Bon, mida ça a dioni. Mon mari a acheté un savon pour moi et c'est vous qui le lui avez Merci pour la traduction. La traductrice est heureuse. Tu pourrais avoir un poste à l'église. À l'église. Bien sûr, pour interpréter. Allons-y. Donc, je continue en français. Je continue en français. Et elle me dit, vous savez, ma peau, elle n'a pas voulu dire je me suis dépigmentée. Mais la façon dont elle s'est exprimée, j'ai compris que elle avait ce problème. Et je l'ai d'abord remerciée d'avoir parlé de ce problème. Et elle, en fait, son inquiétude, c'était de savoir si en utilisant le savon, est-ce que ça va corriger ou est-ce que ça ne va pas la noircir. Et je l'ai beaucoup félicité. En fait, je l'ai encouragée à s'ouvrir et je l'ai beaucoup conseillée. Et un mois plus tard, elle m'appelle. Tata, Adichevo. Elle veut renouveler le stock, en fait. Voilà. Et chaque mois, cette dame m'appelle pour commander 2 flacons. C'est comme ça que vous avez gagné une cliente. Voilà. Et je lui envoie, et jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne s'est pas encore rencontrés. Je lui envoie par un livreur à Calavi, et chaque mois, elle... Madame de Souza, la Danone parlait tout à l'heure de votre teint. Vous utilisez vos produits, c'est ça? Exactement. Alors, dans ce cas, est-ce que le Cotop est indiqué pour tout type de peau? Tout à fait. C'est indiqué pour tout type de peau. Et les enfants? Bien sûr, pour toute Mais vous savez, même les peaux sensibles. Voilà, vous savez, il y en a quand ils utilisent notre coton. D'habitude, il y en a qui disent que le peau, ça sèche. Ou bien ça commence pas à s'effriter. Voilà. C'est pas faux. Alors, le constat que j'ai fait lorsque j'ai commencé la formulation, ou quand j'utilisais le savon noir brut du marché, il est vrai que la peau, ça sèche. Et lorsque j'ai commencé la formulation, il faut mesurer le pH. Et j'ai remarqué que le pH était très basique. Ça allait jusqu'à 18, parfois 20 de pH. Au lieu de ce qui est toléré par la peau, c'est entre 8 et 10. Pour les produits d'hygiène, parce qu'on nettoie après, on lave après. On se retrouve à 20, c'est un drame. C'est normal. C'est pas mauvais en soi, seulement il y a un certain inconfort. Et donc c'est pour pallier à ce problème que nous y avons ajouté... L'huile essentielle. Non seulement l'huile essentielle, mais le beurre de karité et surtout le gel d'aloe vera qui a un hydratant Madame de Souza, vous n'allez pas vendre tous vos secrets ici, mais vous êtes formée. Je constate que c'est ISO, c'est certifié ISO. Tout à fait. C'est rare en tout cas. L'entreprise est certifiée ISO 22716. Mais au Bénin, il y a des merveilles. Le problème qui se pose souvent dans la cosmétique au Bénin, c'est la formation. C'est la formation. Celles qui ont été victimes de dépigmentation dénoncent la chose. On se lève un bon matin et 3 jours après, on devient cosméticienne. Quelle est la place, Madame de Souza, quelle est la place de la formation pour être vraiment cosméticien ou cosméticienne en République du Bénin? Quelle est la place de la formation? La formation, mais c'est primordial, c'est la base. Moi, ma formation de base, ce n'est pas la cosmétologie. J'ai fait l'hôtellerie et la restauration. Mais lorsque j'ai voulu me lancer dans cette aventure, la première des choses que j'ai faites, c'est la formation. J'ai commencé par ça. Lorsqu'on veut entreprendre, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est ça. Et moi, je déplore qu'on importe des produits Et lorsque j'ai voulu me former, j'ai regardé un peu au Bénin. Malheureusement, il n'y a aucun centre de formation digne de ce nom en cosmétologie. Les gens vont à Tokpa. Donc vous plaidez pour l'ouverture des centres de formation en cosmétologie. J'ai dû partir en France pour me former. D'accord. Oui, malheureusement. Et ça on a eu le résultat. On vous promet que les choses vont changer. Et quand on parle de naturel, vous insistez tellement sur le naturel que même les emballages prônent la protection de l'environnement.
Oui, parce que je suis très, très sensible à la nature. Moi, comme je dis, ma religion, c'est la nature. La nature, et puis elle nous donne tellement de richesses que nous devons également lui donner. Nous ne devons pas la polluer et on doit inculquer à nos enfants qu'on ne doit pas jeter les sachets plastiques dans la nature. L'éco-citoyenneté. Voilà. Et donc, nous avons les emballages, vous voyez. C'est pas biodégradable, mais c'est recyclable. C'est recyclable, c'est réutilisable. Et notre objectif, c'est de pouvoir faire des recharges pour que lorsque vous achetez un flacon, et la prochaine fois, vous achetez juste la recharge et vous remplissez votre flacon. Et là, le coût sera réduit. Bien évidemment. Ah, mais parfait. Bien évidemment. Mais ceux qui sont à la maison, certainement les dames intéressées vont dire, ils vendent bien la chose, mais pas demander le coût maintenant. On va dire, c'est cher. L'emballage ne va-t-il pas agir sur le coût? De toute façon, c'est tellement joli, beau à voir. Si jamais on parle du prix, ici, on va recevoir le directeur commercial de la communication. On ne parlera pas du prix. Il faut juste dire que c'est un produit qui est accessible. C'est accessible, mais je comprends ce qu'elle dit. Je ne parle pas du coût, je parle de l'emballage. Oui, l'emballage à l'achat, bien évidemment. Que c'est onéreux. Mais sur la durée, si vous gardez votre emballage et que vous achetez des recharges après, pendant un an, c'est rentabilisé. C'est bien joli, franchement. C'est rentabilisé. Rien à envier aux produits que nous achetons dans nos pharmacies ici. Vous voyez, regardez l'emballage, on dirait même ça ressemble à de l'argile. Oui, c'est joli. C'est une amoureuse de la nature que vous voyez là, hein, Madame de Souza. Ça se voit. Et vous savez, quand je fais je participe à des expositions, à des foires, les gens disent « Ah, mais votre produit est cher ». Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur des huiles essentielles. Ils ne voient pas le côté bien-être que ça apporte. Donc nous, on allie, vous savez, quelque part, bien-être, hygiène de la peau. Voilà. Et parallèlement, on allie également l'authenticité, le naturel et puis la modernité. Moi, j'aime bien la présence des huiles essentielles parce que, comme je le dis souvent aux enfants à la maison, un garçon doit être propre et senti. C'est pas seulement les garçons. Hein. Bon. Et puis, votre savon, à l'utilisation, quels sont les retours que vous avez aujourd'hui? Les retours des clients? Oui. Mais ils sont très, très satisfaits. J'ai des réactions waouh. Le waouh revient très souvent. Très souvent. Le wow parce que hormis le fait le vendeur de beignets ne dit pas que son beignet est froid. Chaque matin dans les rues, on entend pain chaud. Il est toujours chaud. Voilà. Même le soir. Même le soir, il est chaud. Hormis le fait de se sentir propre, bien. Vous savez, beaucoup de gens me disent, nous, on est. Je peux. Oui, bien sûr. On est plutôt savon. C'est du savon, hein. Je veux voir en fait la couleur. Hein. Vous pouvez ouvrir plutôt. Au lieu de donner, je vais vous montrer. Au lieu de. Voilà, ouvrez et. Ah ouais. Mais là, on a la couleur du coco. C'est ce que je cherchais à voir. Il y a le gel. Faites attention pour ça. Bien sûr. Ah ouais, on a la couleur du coton. Ça nous rassure déjà. Ça c'est le vrai coton. Ouais. Ça nous rassure déjà. Mis à part le fait qu'ils se sentent bien propres, mais il y a un certain bien-être qu'ils ressentent. Et c'est ça. Et beaucoup disent, oui, moi je préfère le savon en pain parce que les gels douche, quand on se lave avec, on a l'impression de ne pas être propre. Ça glisse. Oui, ça glisse. Voilà. Est-ce que votre coton glisse? Non, il ne glisse pas. Ah ben, il ne glisse pas. La senteur a envahi le plateau. Le plateau déjà, c'est frais là, c'est doux. Oui, là, je crois que c'est la senteur menthe poivrée. Oui, menthe poivrée. Plusieurs senteurs. Okay. Et vous faites également des baumes et consorts, mais toujours à base de produits naturels. Madame Miranda de Souza, merci beaucoup à vous. L'objectif ce matin, c'est de démontrer aux téléspectateurs béninois qu'il faut même dans sa routine privilégier des produits naturels qui n'agressent pas la peau et qui font du bien à l'organisme également. Merci beaucoup. C'est au Bénin, on a tout ici. Le Bénin est en mouvement. On a tout ici pour avoir la peau claire, lisse, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à vous, madame. Merci, madame Miranda de Souza, d'être passée sur ce plateau. Ce qu'il faut retenir fondamentalement dans tout ce que nous avons dit ici ce matin, c'est que madame de Souza s'est formée
former à la chose avant de mettre tout ceci sur le marché. Ceux qui par des forums ou bien des forats WhatsApp suivent des formations et puis après mettent des produits qui brûlent la peau sur le marché, il faut faire très attention. Elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et peut-être que les jours, les semaines à venir, on va adopter vos produits cosmétiques, pourquoi pas. Et puis après, on fera le bilan 3 mois après sur le plateau pour voir. Avec grand plaisir. Ouais, pourquoi pas. On va signer un contrat en bonne et due forme. Pas de souci. Et elle sera mon agent. Je suis partante. Et puis voilà. Allez, on vient de décrocher un marché pour le Bénin qui bouge. Allez, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'avoir accueilli une valeur sûre béninoise en matière de cosmétiques. Le Bénin avance, ça, on ne l'oublie pas. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que sur les réseaux sociaux, les contenus battent leur plein et nous faisons aussi de la visibilité. Alors, mesdames, messieurs, on va installer notre promesse. Alors, promesse Aïnadou Marvin, bonjour. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Alors, ce matin, vous avez choisi de nous parler des contenus et des droits d'auteur. Oui. Déjà, je suppose que Madame De Souza a entièrement droit sur son produit. Et je suppose que quiconque personne qui va utiliser l'image du produit de Madame De Souza fera en fait objet de procédure judiciaire, pour ne pas dire. On a déjà eu des cas. Hein? Voilà. Du coup, sur les réseaux sociaux, on voit de belles images, de belles musiques en fond, de vidéos bien montées, avec des images, tout ça. On partage, on like, on pense que c'est gratuit, c'est sur Internet, mais derrière chaque image, il y a un auteur, un droit, un cadre. Et utiliser une photo ou une musique sans autorisation, c'est passer d'un acte de création à un risque judiciaire. Parce qu'il y a en fait ce qu'on appelle les droits d'auteur, surtout produit. Si je lance une marque, c'est que j'ai le droit en fait entier de gérer la marque. Surtout, toute personne en fait qui va utiliser mon produit sans mon accord peut être sous le coup de la loi. Peut être sous le coup de la loi. Donc il faut comprendre les droits d'auteur. Chaque œuvre, photo, musique, vidéo est automatiquement protégée par le droit de sa création. Vu que on lance une marque, on va déposer cela, donc on a la propriété sur la marque. Ce qui fait que quand une personne utilise par exemple une musique, on suppose Faninko a chanté sa chanson Faut pas m'embrouiller, voilà. Et moi, je décide de faire une vidéo où je reprends la chanson de Faninko, Faut pas m'embrouiller. Il faudrait normalement que j'ai l'accord de Faninko pour pouvoir reprendre sa chanson avant de publier cela. Du coup, il y a un document de l'État français qui rappelle que l'absence de conditions d'utilisation affichées ne signifie pas que le contenu peut être utilisé librement. Et même le thème libre de droit peut être trompeur. Il veut pas dire sans droit, mais libéré sous certaines conditions. Quand on dit libre de droit, c'est qu'on suppose que Faninko a dit, bon, au Bénin, toute la population peut utiliser ma musique librement. Sans contrainte. Sans contrainte. Mais aux États-Unis, en fait, il y a encore en fait les règles. Donc, libre de droit, ça varie en fait des conditions et l'on le remarque aujourd'hui, les réseaux sociaux, dès que vous postez ce que vous avez posté comme musique et puis après, quelqu'un réclame le droit d'auteur, on bloque votre contenu. Oui, je pense qu'il y a une image qui va passer et j'ai posté une vidéo dans le temps avec la chanson de Axel Merrill et ça m'a mis une vidéo mise en sourdine dans... Ah ben voilà, votre vidéo a été mise en sourdine. On peut revenir à l'image. Voilà, votre vidéo mise en sourdine dans certains pays parce que je ne dispose pas des droits musicaux. Mais souvent, il y en a qui postent des vidéos avec des musiques, mais qui mettent en même temps qui n'ont aucun droit sur la musique. Est-ce que ça dédouane? Ça dédouane visuellement. C'est tout? Mais juridiquement, non, ça ne dédouane pas. Parce que là, en fait, les types de licences et ce qu'elles autorisent. Il y a les licences Creative Commons. Elles indiquent que tu peux faire ou non. Par exemple, le CC BY. Ça existe juste de citer l'auteur. C'est ça que les gens font quand on poste une image. Quand j'étais chez RFI, quand je postais des articles et je prenais des images, je devais ajouter le crédit. Photo prise par telle personne. Sinon, RFI ne valide pas mon article. Du coup, ça, c'est le CC BY. C'est ça. Pas le créateur. Donc là, on peut citer. Maintenant, il y a le CC BY NC. Ça interdit l'usage commercial. Parce que là, visuellement, on a cité, mais s'il veut quand même
te dit tu as utilisé mon truc sans mon autorisation. Voilà. Parce que Meta aussi a des règles. Mais dans le même temps, est-ce que, parce qu'il y a également l'institution internationale, la loi PI, qui également gère ces aspects des choses, est-ce que l'OAPI intervient au niveau digital? Bon, quand on prend par exemple sa marque, là, je crois que c'est Chéi qui vient de passer, la marque Chéi. Mais bien sûr, si entre-temps, Madame de Souza a pris le soin d'aller déposer, d'aller déclarer sa propriété intellectuelle. Voilà. Sinon, si elle n'a pas déclaré aujourd'hui, si c'est fait, est-ce que quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai un produit ici que je nomme Chéi. Non. Normalement, ce n'est plus possible. Ça devient de l'usurpation. Voilà, parce qu'il y a déjà une marque déposée qui s'appelle Chéi. Même votre nom, Heureuse d'Anondé, vous pouvez aller déposer et protéger. Oui, même les émissions. C'est ça qui est recommandé. Une personne, une dame dit qu'elle s'appelle la Danonde, c'est faux, parce que la Danonde, c'est une marque signée par ici, à la SRTB, depuis BBV4 jusqu'à BDTV. Et c'est même ça qui est recommandé, même déposer son nom à l'OAPI pour montrer en fait que nous sommes vraiment, on a la propriété globale sur notre nom. Et c'est ça que les Américains font. Et même, en fait, le nom même de leurs chiens sont déposés pour donner, en fait, toute la propriété. Toute personne, en fait, là, maintenant, on sait qu'il y a une Kim Kardashian qui existe. Si une personne met au monde une fille et veut donner Kim Kardashian, c'est plus possible. Mais je peux donner Kim. Mais pas Kim Kardashian. Mais pas Kim Kardashian. Voilà. C'est ça. Donc, il y a les erreurs courantes et les risques. Beaucoup utilisent des images trouvées via Google sans vérifier l'usage autorisé. Cela peut déboucher sur des réclamations financières ou des poursuites. Parce que quand tu utilises une image, il faut forcément mettre le crédit. Et c'est comme une éthique ou une déontologie en fait, qui couvre tout ce qui a rapport avec musique, auteur, écriture d'ouvrages et tout ça. Donc, avant de poster une image aussi, il faut voir qui a posté l'image. Si on n'a pas les sources, au moins mettre en fait c'est tel réseau qui a mis. Ça peut couvrir le CC. Mais quand le CC by NC en fait va intervenir, vous êtes toujours en risque by NC là, vous pouvez rappeler ça? Et pour les préjudices commerciaux. Et on a également ce problème dans notre domaine. Souvent, il y a de ces éléments qu'on veut monter et par exemple si ça touche à l'extérieur, on est obligé de télécharger des images sur le net et autres. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'à chaque fois il faut marquer dans le reportage ou bien dans l'élément que les images ont été téléchargées sur le net? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait réellement? Les images la source des images. La source. Après tout le montage en fait, de la vidéo, on peut mettre une page blanche, on met une source et on liste les sources. Les sources. Et là, ça nous protège. Sinon, il y a des sites sur lesquels, j'ai oublié les noms, où en fait, les auteurs en fait, décident même de mettre eux-mêmes leur images, photos ou musique. Ce sont des ressources libres de téléchargement en fait. Des banques en fait d'images libres de droit à toute personne. Et c'est également valable pour les sons, pour les musiques. Oui. On a des instrumentaux. Les deux instrumentaux, ce sont des musiques un peu serré. Du coup, c'est un peu ça. Donc, le mieux, c'est de faire une page blanche et de mentionner les sources. C'est pour ça même que quand on fait des mémoires à l'université, on met en fait qu'on a eu à tirer telle information de telle source. Voilà. Honnêteté intellectuelle oblige. Donc, pour faire court comme bonne pratique, il faut utiliser de véritables contenus libres, rechercher images, outils et droits d'usage. Il faut citer toujours les auteurs, le titre de l'œuvre, la licence et le lien source si possible. Si l'œuvre n'est pas libre, demandez l'autorisation écrite à l'auteur ou à l'ayant du droit. Créer des propres images ou musique, ça évite tout doute. Tu peux, vu que tu veux utiliser une chanson, tu peux aller au studio chanter et tu utilises. Ou tu peux prendre une photo et tu utilises. Et pour les chaînes ou la page, il faut mettre en place une bibliothèque d'éléments libres de droit qu'on peut utiliser. Mais est-ce que si on procédait de la sorte, ça nous protège en quelque sorte contre ces situations que nous vivons actuellement avec les IA où on prend nos images, nos interventions en plateau pour servir de publicité?
pour nous faire dire ce qu'on n'a peut-être pas dit. C'est comme je l'ai dit, en fait. Ce qu'on a jamais. En fait, c'est comme je l'ai dit, c'est une décision que vous-même, vous devez prendre. Sinon, techniquement, toute personne qui utilise votre image peut être convoquée en fait, par le Centre national d'investigation numérique parce que toute personne en fait, qui a utilisé votre image est déjà en train de faire des fautes. Donc, elle peut payer de l'argent facilement. Donc, déjà, sans protection il suffit juste que vous fassiez en fait, la capture que vous avez vu, en fait, les preuves que vous avez vues que votre image a été utilisée par telle personne et que vous allez... le problème est que ceux-là, on n'arrive jamais à leur mettre la main. Ah non, mais le Centre national d'investigation est très bon pour ça. Faites juste la capture du nom et de toutes les manières, en fait, il y a mille et une manières de retrouver une personne. Mais celui qui a manipulé votre image, si la personne n'est pas, par exemple, sur le territoire béninois, dans ce cas, comment est-ce que ça va se passer? Parce que généralement, les publicités que les gens fabriquent avec les deepfakes dont on parle, c'est généré par... Moi, je pense que ça dépend peut-être du caractère de l'acte commis, peut-être. Sinon, l'Interpol même peut intervenir. On ne sait pas avec qui le CNIC travaille. On ne sait pas avec quelles institutions internationales le CNIC travaille. Ce qui est sûr, on est averti que pour utiliser les données d'autrui, il faut des autorisations. Il faut forcément obtenir l'autorisation et la permission. Et quand on n'a pas l'autorisation, il faut mentionner que c'est l'image de telle personne qu'on est en train d'utiliser. Allez, mesdames, messieurs, nous allons enclencher la dernière marche de cette émission, la revue de presse, pour savoir ce que les journaux nous proposent aujourd'hui comme actualité. Bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. La parole présidentielle à la une de tous les quotidiens de ce jour. Une parole assumée, directe, sans phare, comme un coup de vent sur la poussière des malentendus. La Nation, quotidien de service public, nous aide à commencer le quotidien qui salue un chef d'État qui, dit-il, ne mâche pas ses mots. Patrice Talon parle, revendique et clarifie son credo. La compétition politique ne doit pas se faire au détriment du pays. Une phrase devenue refrain, presque un serment. Et la Nation d'Ivoire, une démonstration de sincérité politique, un président qui revendique la vérité au prix de la popularité, qui défend l'unité au-dessus des querelles partisanes. Le journal rappelle que depuis son accession à la magistrature suprême, Talon poursuit un idéal, faire du dialogue une arme du consensus, une colonne vertébrale et du code électoral, un instrument non pas de fermeture mais de réconciliation. On ne peut pas construire un pays, dit-il, quand une partie du pays se croit contre une autre. Et la Nation d'applaudir encore. Voici un président qui préfère la franchise au faux semblant, la clarté à la connivence, mais le temps se fait plus grave avec fraternité qui creuse plus profondément la plaie. Sous le titre évocateur, Talon vide son sac, le quotidien déroule un long aveu. Le chef de l'État, face caméra, délie enfin ce que beaucoup supposaient. Le bras de fer silencieux avec son prédécesseur Boniaï. L'un réformait, l'autre résistait. Et de cette résistance naquirent les fractures de 2019. Ces élections qu'on a dites monocolore, ces rancunes qu'aucun dialogue n'a su entièrement effacer. Le président, calmement mais fermement, désigne les origines du blocage et confesse cette phrase lourde d'histoire. Ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yahi Boni qui en a été le seul et unique responsable. Des mots tranchants comme un verdict, mais prononcés avec la gravité de celui qui dit « il faut que le pays sache pour que le pays avance ». L'un voit un talent pédagogue, l'autre un talent confesseur. Tous deux reconnaissent tout de même la volonté d'un homme d'en finir avec le soupçon, de remettre la vérité au centre du jeu politique en République du Bénin. Et pourtant, derrière ces mots, l'écho d'un vœu persiste, que les partis cessent de se regarder en chien de faïence, que l'élection redevienne un exercice de conviction, pas de vengeance. Le président tend la main, mais qui
en face pour la saisir. Le potentiel de son côté reste plus critique. Le quotidien estime que Talon, sous couvert d'ouverture, cherche à justifier des réformes jugées verrouillantes par l'opposition. Il évoque un discours maîtrisé mais empreint d'émotion où la confession se mêle à la stratégie. Entre sincérité et calcul, le président aura réussi une chose, ramener le temps d'un soir, toute la nation à l'écoute d'un même silence politique. Et parlant de silence, il va s'imposer celui de la fin de cette émission. Bonne journée et à demain.